ça, la fréquence de certains, en ce qui concerne la fréquence, en grosso modo, certains pathogènes, on les voit qui étaient un peu plus fréquents, comme la fibromyalgie C3, surtout chez les patients qui avaient une pneumonie, tandis que d'autres, on les retrouve un peu que ce soit en admission, que ce soit à la phase aiguë de la pneumonie. Ce qui a été un peu difficile de tirer une conclusion un peu bien claire en ce qui concerne la fréquence de ces pathogènes. Pour cela, nous avons décidé alors, pour éclaircir un peu les choses, de voir leur fréquence dans les sérums d'admission, c'est-à-dire quand le patient est admis en réanimation, par rapport à leur fréquence dans les sérums, qu'on appelle des sérums de convalescence, c'est-à-dire juste après l'épisode, quelques jours après l'épisode de pneumonie, pour pouvoir pour donner un peu de temps de bien identifier les anticorps après une réponse immunitaire. Pour cela, nous avons constaté que 6 bactéries qui est vraiment significativement fréquentes dans les sérums tardives de pneumonie, que lors de la pneumonie, ces bactéries sont les Affipiaginous species 3, l'Affipiaginous species A, Posia inaline, les Orezobionomorphae, Paraclamidia et Palmipèdes cervicalis. Voilà, donc nous avons après, pour éclaircir encore ce point-là, nous avons donc décidé de coller un peu chaque sérum, c'est-à-dire chaque sérum correspondait à une distance bien précise. On a décidé de les coller ensemble, coller aussi les sérums d'admission et voir après combien de pathogènes on pourrait retrouver chez chaque poule. Là, on voit que plus la durée du séjour en unité de réanimation se prolonge, plus ces patients ont tendance d'accumuler un peu d'exhiber une réponse immunitaire à ces bactéries-là, à ces pathogènes en général. L'autre chose intéressante qu'on a révélée, c'est l'existence, surtout chez des patients qui avaient un séjour très prolongé en unité de réanimation, qu'il y a un cluster de 7 pathogènes qu'on trouve presque ensemble chez ces patients-là. Voilà, donc la troisième partie, c'était une partie qui consiste à la recherche des pathogènes qu'on a loupés par la première partie, c'est-à-dire on a loupé par les tests qu'on a utilisés, surtout les tests de diagnostic exhaustif. Pour cela, le prélèvement, c'est-à-dire qui était négatif en première partie, nous avons décidé de les tester par des tests de métagénomique. Et pour cela, on est en train d'utiliser une technique qu'on appelle l'ARDA. La technique, elle est le principe de la technique, d'une façon simple, c'est qu'il s'agit de prendre le prélèvement qu'on pense qu'il est contaminé, et on prend avec ça un prélèvement témoin, c'est-à-dire un prélèvement qui vient d'un sujet sain. On fait l'extraction des acides nucléiques. La première partie, c'est de transformer l'ARN en ADN de bleu brun pour qu'on cible aussi les virus, surtout les virus ARN. Et après, le reste du principe, c'est qu'il s'agit de gérer le tout. Il y a un adaptateur après hybrider les deux prélèvements et de soustraire après avec des amorces spécifiques. Ce qui existe chez les patients n'existe pas chez les témoins parce que tout ce qui cible
ensemble entre les deux prélèvements, il serait logiquement retiré. La technique elle a été déjà utilisée pour identifier pas mal de pathogènes intéressants. Pour ça, dans notre étude, nous avons commencé tout d'abord à l'utiliser ou à valider le protocole de la technique. Pour cela, nous avons commencé à la valider sur des cellules en culture. On a pris des cultures qui étaient infectées par la Rickettsia connori. En même temps, on a pris comme prélèvement sain, on appelle le driver des cellules à narcissins non infectées. Et là, nous avons réussi à identifier que la bactérie après par clonage, ce qui veut dire que le génome humain a été supprimé à 100%. Par la suite, nous avons vu la sensibilité de cette technique. Pour ça, on a fait plusieurs dilutions de prélèvements infectés. Et ces prélèvements, nous les avons testés par PCR. Et les deux derniers prélèvements, qui étaient la dilution 6 et la dilution 7, ont été testés par l'ARDIA. Et les deux prélèvements étaient positifs en ARDIA, mais avec un pourcentage très faible qui varie entre 2 à 10% de l'ensemble des séquences qu'on a retrouvées par clonage. Et que 90% de ces séquences correspondaient au génome humain. Nous avons aussi fait un test à l'aveugle, c'est-à-dire nous avons pris un aval bronchoalvéolaire qui a été infecté par un virus et nous avons pris un aval bronchoalvéolaire, nous avons ici on a pris des cellules à narcissins en culture et là au terme à la fin de la technique nous avons identifié 4% du clone qui venait du virus qui était le HSV1. La technique, nous l'avons aussi appliquée avec succès sur un parasite et un virus ARN surtout pour valider la technique sur les virus ARN, ainsi que sur un tissu qui était infecté par une valve cardiaque qui était infectée par une bactérie. Voilà, pour l'instant, cette technique sur les prélèvements respiratoires que nous avons testés n'a pas vraiment donné trop de choses. Et au moins d'autres prélèvements sont en cours d'être testés. Alors bravo, donc du coup tu as fait un one-man show. Alors, des questions, Sabri. Et tac, feu de la rampe. Alors qu'est-ce que tu retrouves sur les contrôles quand tu fais l'étude du microbiote? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu retrouves chez les contrôles que tu retrouves chez aucun des malades. Qu'est-ce qu'il y a comme flore spécifique de quelqu'un qui est bien portant, qui va bien? Pour dire spécifique, on ne peut pas dire vraiment que c'est spécifique, mais on trouve des espèces, c'est-à-dire on a fait déjà pas mal d'analyses statistiques et l'analyse en composante principale et le data mining. Et l'analyse en composante principale a vraiment mis toutes les bactéries, c'est-à-dire on a classé les bactéries un peu, on a classé les patients en fonction du spectre microbial qu'on pourrait trouver chez ces patients, qu'on a trouvé chez ces patients, c'est-à-dire les patients qui avaient probablement des pathogènes de l'eau, d'autres patients qui avaient probablement des pathogènes de l'oropharynx, d'autres qui étaient probablement des pathogènes du tube gastro-intestinal. Et du coup, tous ces origines sont mis entre pneumonie et contrôle, c'est-à-dire en diagonale. On n'a pas pu séparer une origine bien spécifique au contrôle pour les patients. Ce qui nous a fait penser à ce que c'est la recombinaison en fait entre espèces, c'est-à-dire la chose dont on est plus sûr, c'est qu'il y a quelques micro-organismes qu'on retrouve presque chez tout le monde, tandis qu'après il y a d'autres
micro-organismes qu'on retrouve par exemple d'une façon spécifique à tel ou tel type de pneumonie. Et c'est cette recombinaison-là qui pourrait être à l'origine de la maladie. C'est-à-dire c'est la recombinaison, surtout quand on sait que parmi nos patients, c'est qu'il y avait à peu près, si je me rappelle bien, 75% qui étaient pour les microbiens, c'est-à-dire plus d'un pathogène qui était retrouvé dans nos poumons. Ce qui nous mène à dire certaines fins, d'après moi, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une recombinaison qui change d'un patient à l'autre. Et chez les contrôles, on a retrouvé d'autres pathogènes comme la Phénigolia par exemple, qui était déjà rapporté comme un pathogène qui était retrouvé surtout chez les patients qui souffraient on appelle l'endocardite. Cette bactérie, on l'a retrouvée aussi chez des patients sains qui la portaient dans les poumons sans que ça ne leur arrive quoi que ce soit. C'est intéressant aussi, c'est les deux c'est relativement différent. Quand tu regardes l'mycoviscidose en France et l'mycoviscidose aux États-Unis, en réalité, il y a une hétérogène. Il y a 30% de Roland, après il y a les 2 tiers, c'est absolument pas du tout la même microbiologie. Moi j'ai une question ici, c'est un regret. Quand tu as montré une diapositive où tu montrais la distribution des groupes bactériens selon les pneumonies que tu avais. C'est au tout début de ta présentation, avec tes camemberts, voilà, ici. Voilà, exactement. Et ici, ce que je me poser comme question, c'est quand tu le prends, je me rappelle que j'avais 25 CAP, 25 VAP, voilà. Quelle est la variabilité de ces résultats? Ça, c'est une moyenne à travers les... Ça, c'est le pourcentage, ça, ce qui est exprimé ici. J'ai bien compris. Mais d'un patient à un autre, on ne doit pas avoir la même chose. Quelle est la variabilité? Est-ce qu'on peut exprimer sous forme graphique? Ouais, mais patient par patient, c'était un peu difficile par nous parce qu'on a ciblé à peu près 200 patients, ce qui fait de représenter 200 patients comme ça à chaque fois. Oui, mais il y a d'autres représentations qui sont possibles à ce moment-là, plutôt que les camemberts, qui permettront de montrer la variabilité, savoir si sur tel ou tel groupe bactérien, il y a tel qui varie plus que d'autres, il y a des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas ici. On a l'impression que c'est figé, que tout le monde est pareil. Oui, on a pensé à ce point-là, mais comme vous dites, d'aborder patient par patient, c'était un peu difficile parce qu'il y avait comme 2 patients. Si on représente, les gens ne vont pas se retrouver si on représente 200 patients ici, ou 210 patients. Pour examiner patient par patient, moi, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Les petites questions techniques, parce que je me souviens, c'est des vraies questions. MRC5, c'est quoi comme... Des cellules humaines. Et une deuxième question, je me souviens plus du tout. Baniatrix, c'est un intraveneux. Baniatrix. Alors on l'a testé. Ça, je crois que ça a été déjà sur les... Non, ça, c'était Baniatrix, c'est pas tout à fait... ça n'a pas été isolé à partir des amis. Enfin, Isabelle, elle a isolé à partir des amis du poids dans son étude. Dans ce papier qu'elle a fait dans Elle a Baniatrix. isolé Baniatrix. Ouais. Isabelle Bani.